Le jour des funérailles de ma femme et de ma fille, je continuais de regarder autour de la maison funéraire, espérant que mes parents entreraient. Mais les sièges qui leur étaient réservés restaient vides. Quelques heures plus tard, alors que je me tenais près de leur tombe, mon téléphone vibra. Une notification. Mes parents souriaient au bord d'une piscine à Hawaï, portant des verres de champagne, en vacances avec la famille de mon jeune frère. À ce moment-là, quelque chose en moi se brisa. Si ma douleur ne signifiait rien pour eux, alors désormais, ma loyauté envers eux ne signifierait plus rien non plus. Mon nom est Herman Collins, 34 ans, chauffeur routier long courrier vivant à Tulsa, Oklahoma. Ma vie, si je devais la raconter, ne semblerait probablement pas remarquable, du moins pas avant que tout ne s'effondre. Je ne suis pas le genre de personne qui rêve grand ou qui recherche la célébrité ou la fortune. Je voulais juste une maison, un endroit où retourner après de longs trajets, où je pourrais voir Kayla, ma femme, sourire et entendre le rire joyeux de Laurie, notre fille de 7 ans. Pour moi, cela suffisait. Vraiment, Kayla, 33 ans, était la femme la plus forte que j'ai jamais connue. Elle était compétente, vive, et savait toujours comment me faire rire, même quand j'étais épuisé après des jours sur la route. Elle gérait une boutique en ligne, vendant des articles artisanaux faits à la main, des bracelets tressés à de petites peintures magnifiques qu'elle créait elle-même. Kayla n'était pas seulement ma femme, elle était mon ciel entier. La personne qui m'a fait croire que je pouvais être un meilleur homme. Même quand je me sentais parfois indigne d'elle. Et Laurie, notre petite lumière. Elle était en 2e année, à cet âge insouciant, mais déjà si mature, polie et attentionnée. Ses yeux vifs et brillants me rappelaient en Kayla. Chaque fois que je rentrais de voyage, Laurie courait vers moi, me serrait fort dans ses bras et me parlait avec enthousiasme des dessins qu'elle faisait à l'école ou du score parfait qu'elle venait d'obtenir. Ces moments, je le jure, valaient plus que tout au monde. Nous vivions dans une petite maison, pas luxueuse, mais confortable. Il y avait un petit jardin devant où Kayla cultivait des touffes de marguerites et un coin du salon avec un vieux fauteuil où j'aimais m'asseoir chaque soir en écoutant Laurie me parler de sa journée d'école. Notre vie était simple, mais elle était remplie de bonheur. Mais pour construire la maison que j'avais aujourd'hui, j'étais venu de loin depuis mon enfance. Je suis né et j'ai grandi à Broken Arrow, non loin de Tulsa. Ma famille n'était pas pauvre, mais nous n'étions pas non plus aisés. Mon père, Norman Collins, était mécanicien, et ma mère, Ashley, travaillait dans une banque. Ils s'en sortaient avec une maison, une voiture et assez d'argent pour nous élever, mon frère et moi. Mon jeune frère, Sean, 4 ans de moins que moi, était la fierté de la famille. Dès son plus jeune âge, Sean était plus choyé que moi. Il était intelligent, vif d'esprit, et avait un talent pour charmer les gens. Et moi, j'étais juste Herman, le frère aîné tranquille, sans rien de spécial à montrer. Je ne ressentimentais pas Sean. C'était mon frère, et je l'aimais. Je me suis habitué à être négligé, à être comparé. Je me disais que je n'étais tout simplement pas assez bon, pas assez digne. Mais au fond, j'espérais toujours qu'un jour mes parents me regarderaient comme ils regardaient Sean, avec une fierté sincère. Je ne suis pas du genre à me plaindre. J'ai appris à rester silencieux, à travailler dur et à me débrouiller. À 18 ans, j'ai quitté la maison et j'ai trouvé du travail comme chauffeur routier. Le travail était dur. Le salaire n'était pas terrible, mais il était stable. J'ai rencontré Kayla dans un petit café au bord de la route où elle travaillait à temps partiel pour payer ses études. Elle m'a souri, un sourire sincère, et pour la première fois,
Je me suis senti vu comme une personne, pas comme l'ombre de quelqu'un. Nous sommes tombés amoureux, nous nous sommes mariés, et nous avons eu Laurie. Ma vie, bien que pas parfaite, me semblait complète. Je pensais avoir échappé à l'ombre de mon enfance, au sentiment d'être abandonné par ma propre famille. Mais je me trompais. Ce jour-là a commencé comme n'importe quel autre. Je conduisais mon camion à travers le Kansas sur une longue route familière. Des autoroutes sans fin, des champs de maïs dorés sous le soleil, et la radio jouant de vieilles chansons country. Tout cela faisait partie de ma vie. J'étais habitué à être loin de chez moi. Mais à chaque voyage, je comptais les heures avant de pouvoir retrouver Kayla et Laurie. Ce matin-là, Kayla m'avait appelé, sa voix joyeuse. « Chérie, Laurie et moi allons faire un pique-nique scolaire aujourd'hui. » Elle est si excitée, insistant pour apporter la poupée que tu lui as achetée. J'ai souri, imaginant Laurie courant autour du lac au pique-nique, sa queue de cheval rebondissant, et Kayla se tenant à proximité, la regardant tout en lui rappelant gentiment de ne pas courir trop loin. J'ai répondu « Je vous aime toutes les deux. Amusez-vous bien. » Ce fut la dernière fois que j'entendis la voix de Kayla. Cet après-midi-là, alors que je m'arrêtais dans une aire de repos, mon téléphone vibra. Je pensais que c'était Kayla, mais l'écran montrait la professeure de Laurie, Mademoiselle Carter. J'ai froncé les sourcils, un mauvais pressentiment me rongeant. « Herman, quelque chose s'est passé. » Sa voix se brisa, tremblant tellement que j'ai dû me concentrer pour entendre. Kayla et Laurie, elle, le lac, l'équipe de secours a fait tout ce qu'elle a pu, mais je ne me souviens pas de ce qu'elle a dit ensuite. Mes oreilles bourdonnaient, comme si le monde avait été aspiré dans un vide silencieux. Le lac, Kayla, Laurie. Non, ce n'était pas possible. J'ai crié au téléphone. « Qu'est-ce que tu racontes? Où est ma Laurie? Où est Kayla ?» Mais Mademoiselle Carter ne faisait que sangloter, répétant « Je suis tellement désolé, Herman. Je suis tellement désolé. » Je ne sais pas comment j'ai réussi à rentrer à Tulsa. Mon esprit était vide. Mes mains serraient le volant jusqu'à devenir blanches. Je me souviens seulement des phares flous sur la route, du son des klaxons alors que je grillais les feux rouges, et de ma voix murmurant comme un homme brisé. Non, ce n'est pas réel. Ce ne peut pas être réel. J'ai rappelé Mademoiselle Carter, puis l'hôpital, espérant que quelqu'un me dirait que tout cela était une terrible erreur. Mais non, tout le monde l'a confirmé. Kayla et Laurie étaient repartis. J'ai conduit comme un fantôme toute la nuit. Quand l'aube a pointé, j'étais à l'hôpital. Un policier de service dans le couloir m'a regardé, ses yeux lourds. « Êtes-vous Herman Collins ?» a-t-il demandé. J'ai hoché la tête, ma gorge serrée. « Je suis désolé. Nous avons fait tout notre possible. Votre femme et votre fille ont été amenées hier soir. Elles se sont noyées et n'ont pas survécu. » Mes oreilles bourdonnaient. J'ai cligné des yeux rapidement, essayant de m'accrocher à ces mots. Mais mon esprit était vide. Je l'entendais parler, mais c'était comme si sa voix venait d'un endroit lointain. Mon cœur battait, me faisant mal comme s'il allait exploser. J'ai secoué la tête, balbutiant « Non, ce n'est pas possible. Vous avez fait une erreur. Il doit y avoir une erreur. » Je mendiais presque, agrippant le bras du policier comme s'il pouvait changer la vérité en disant autre chose. Mais ses yeux restaient lourds, affligés. Son silence était plus cruel que tous les mots. Je voulais crier, courir, mais mes pieds étaient comme de la pierre. Je les ai suivis, chaque pas lourd, comme si j'entrais dans un abîme. Ils m'ont conduit dans un long couloir jusqu'à la morgue du sous-sol. La porte métallique s'est ouverte et une bouffée d'air froid m'a frappé, faisant trembler tout mon corps. Puis, quand le drap blanc a été retiré,
J'ai vu Kayla et Laurie allongés là, leurs visages paisibles comme si elles dormaient. Les longs cheveux de Kayla étaient encore humides, collés à son front, un témoin silencieux de l'eau qui lui avait enlevé la vie. À côté d'elle se trouvait Laurie, ma petite fille. Ses petites mains maintenant sans aucune trace de chaleur. Je me suis effondré sur mes genoux. La main de Kayla était glacée dans la mienne. J'ai doucement caressé les cheveux de Laurie, cherchant le moindre signe que ce n'était qu'un cauchemar. Mais non. La vérité était plus cruelle qu'aucun rêve. Un cri brut, brisé, a déchiré ma poitrine, rauque et brisé, puis s'est estompé dans le silence froid. Mon monde entier s'est écroulé devant mes yeux. Je n'ai pas pleuré, non pas parce que j'étais fort, mais parce que la douleur était si immense que les larmes ne pouvaient même pas venir. J'ai juste tenu la main de Kayla, murmurant « Je suis désolé de ne pas avoir été là ». Dans mon esprit, je voyais Kayla appeler mon nom dans l'eau tourbillonnante. Laurie pleurant son papa. Je n'étais pas là pour les protéger. Moi, le mari, le père, j'avais échoué. Malgré la perte insupportable, je savais que je devais me lever. Je devais organiser les funérailles pour donner à Kayla et Laurie le départ qu'elles méritaient. J'ai appelé des collègues, des amis et de la famille. Ralph et Lily et les parents de Kayla sont venus immédiatement. Ils m'ont serré dans leurs bras, sanglotant, leur visage marqué par la douleur de perdre leur fille et leur petite-fille. « Herman, nous sommes là », a dit Liliane, la voix étranglée. J'ai hoché la tête, essayant de me tenir droit pour eux. Mais au fond, je ne voulais qu'une chose, que mes parents se présentent, qu'ils me serrent dans leurs bras, qu'ils disent qu'ils comprenaient cette douleur. J'avais désespérément besoin d'eux. J'ai rassemblé le courage pour appeler ma mère. « Maman, Kayla et Laurie, elles sont parties », ai-je dit, la voix brisée. « Les funérailles sont samedi. J'espère que papa et toi pourrez venir. » Elle a été silencieuse pendant un moment, puis a répondu d'un ton égal. « Je t'entends, Herman. Nous essaierons d'y aller. » J'ai entendu des rires en arrière-plan, comme si elle était dans un endroit joyeux. Mon père a ajouté « Reste fort, mon fils. » J'ai raccroché, stupéfait pendant un moment. « Essaierons d'y aller. » C'était tout ce qu'il pouvait dire alors que ma femme et ma fille étaient partis pour toujours. Je me suis dit qu'ils étaient occupés, qu'ils viendraient, mais un mauvais pressentiment s'est accroché à moi comme une ombre que je ne pouvais pas secouer. Les jours suivants ont été un brouillard. J'ai tout organisé dans un brouillard. Choisir des cercueils, commander des fleurs, écrire des éloges. Bien que chaque mot que j'écrivais me semblait un couteau dans le cœur. Des amis sont venus aider. Des collègues se sont relayés pour offrir du réconfort. Ralph et Liliane ne m'ont presque pas quitté. Mais leur chagrin ne faisait que me faire sentir plus seul. Je continuais de regarder la porte, attendant mes parents, Norman et Ashley Collins, les personnes que j'espérais qui partageraient cette douleur avec moi. Mais ils ne sont pas venus, ni message, ni appel, juste le silence, froid et cruel. Le jour des funérailles est arrivé, et l'atmosphère dans la maison funéraire était lourde, m'oppressant la poitrine. L'odeur des chrysanthèmes et la douce musique de piano emplissaient l'air, mais ils ne pouvaient apaiser la douleur criante dans mon cœur. Je me tenais à l'entrée, portant le costume noir que Kayla avait une fois choisi pour moi, essayant de me tenir droit. Des amis, des collègues et des voisins de Tulsa sont venus en masse. Ils me serraient la main en silence, murmurant des mots de condoléances. Certains m'ont serré dans leurs bras, les larmes coulant sur leurs visages. J'ai hoché la tête, les ai remerciés, mais mes yeux continuaient de se porter vers la porte.
espérant et attendant que mes parents franchissent le seuil, ne serait-ce que pour offrir un seul mot de sympathie. La famille de Kayla, Ralph et Liliane, est arrivée tôt. Ralph, avec son visage buriné et ses yeux rougis, me serra la main fermement comme pour me transmettre un peu de force. Liliane m'a serré dans ses bras, sanglotant, appelant les noms de Kayla et Laurie. Ils ont amené d'autres parents, les frères et sœurs de Kayla, des tantes et des oncles que je n'avais rencontrés que quelques fois lors des vacances. Ils se tenaient là, essuyant calmement leurs larmes, partageant des souvenirs de Kayla et Laurie. Laurie ressemblait tellement à Kayla, a dit Liliane, la voix étranglée. Toutes les deux étaient des anges, mais les sièges réservés à mes parents et à Sean sont restés vides. J'avais réservé 3 chaises au premier rang, juste à côté des cercueils de Kayla et Laurie avec de petites plaques nominatives. Norman Collins, Ashley Collins, Sean Collins. J'imaginais ma mère assise là, essuyant ses larmes, et mon père posant une main sur mon épaule, comme il le faisait quand j'étais enfant. Sean, bien que nous n'étions pas proches, aurait au moins pu se montrer, ne serait-ce que par courtoisie. Mais il était presque midi, et ces chaises restaient froides et vides, sans une seule âme. Les funérailles devenaient de plus en plus lourdes à chaque minute. Des murmures ont commencé à circuler dans la famille de Kayla. Je les entendais, même si j'aurais préféré ne pas le faire. Où sont ses parents? Pourquoi ne sont-ils pas là? A murmuré une des tantes de Kayla, sa voix épaisse d'indignation. Leurs belles-filles et leurs petites-filles sont parties, et ils ne se montrent même pas. Quel genre de personnes sont-ils? Une autre voix, probablement le cousin de Kayla, a parlé plus fort, sans se soucier de cacher sa colère. Quel genre de famille laisse Herman seul comme ça? C'est honteux. Leurs mots ont transpercé mon cœur comme des couteaux. Je voulais crier, expliquer que je ne comprenais pas pourquoi mes parents faisaient ça non plus. Mais je suis resté là, la tête baissée, la honte et l'humiliation se mêlant au chagrin de perdre ma femme et ma fille comme une vague qui me noyait. Je me suis approché des cercueils pour dire quelques mots d'adieu. J'avais écrit un éloge funèbre, mais debout là, en regardant les visages paisibles de Kayla et Laurie, je n'ai pas pu prononcer un mot. La foule attendait en silence. J'ai pris une profonde inspiration, mais ma gorge s'est serrée, ne réussissant qu'un murmure rauque. Kayla, Laurie. Je me suis arrêté, les larmes coulant, imparable. Ralph s'est avancé, a posé une main sur mon dos et a murmuré « Laisse tomber, Herman, tu as fait assez. » J'ai hoché la tête, me retirant vers les sièges en dessous, me sentant comme si j'avais encore échoué. Échoué à donner à ma femme et à ma fille un adieu digne de ce nom. Juste au moment où je pensais m'effondrer complètement, une main ferme s'est posée sur mon épaule. Je me suis retourné, stupéfait de voir l'oncle Ernest, le jeune frère de mon père, que je n'avais rencontré que quelques fois enfant. Il s'était installé au Canada il y a plus de 10 ans, et nous nous parlions à peine. Avant que je puisse comprendre comment il savait pour les funérailles ou pourquoi il était là, il m'a serré dans un câlin si fort que j'ai senti la chaleur de son corps comme une ancre dans la tempête qui me déchirait. Je n'ai rien dit, me contentant de cacher mon visage sur son épaule, les larmes coulant. Pour la première fois ce jour-là, j'ai eu l'impression de ne pas être entièrement seul. L'oncle Ernest est resté à mes côtés pendant toute la cérémonie, ne me quittant jamais. Il m'a aidé à serrer la main des invités, à accepter des fleurs et à même prononcer quelques mots en mon nom quand je ne pouvais pas. Sa présence était un rare rayon de lumière dans l'obscurité écrasante. Lorsque la cérémonie s'est terminée, je me suis tenu près des tombes de Kayla et Laurie
regardant les derniers invités partir. L'oncle Ernest est resté, debout tranquillement à mes côtés. « Tu ne mérites pas ça, Herman », a-t-il dit, sa voix chargée de colère et de compassion. Je ne sais pas ce que mon frère pensait, de ne pas se présenter, mais je suis là, et je ne te laisserai pas traverser ça seul. J'ai hoché la tête, incapable de parler, mais une petite graine d'espoir a commencé à germer dans mon cœur. Plus tard, l'oncle Ernest m'a lentement expliqué pourquoi il était là. Il a dit qu'il avait seulement prévu de visiter les États-Unis pendant quelques jours pour voir de vieux amis. La veille, en s'asseyant dans un café, il était tombé sur mon désespéré message sur les réseaux sociaux, quelques courtes phrases chargées de douleur. Il l'a lu encore et encore, son cœur se brisant. « Je ne savais pas quoi faire d'autre que de venir ici », a-t-il dit, ses yeux rencontrant les miens, profonds et chauds. « Je pensais que tu avais au moins besoin d'un membre de ta famille à tes côtés. Même après toutes ces années de séparation, je suis toujours ton oncle. » J'étais sans voix. À ce moment-là, sa présence était comme un fil fragile me tirant de l'abîme. Je n'étais plus complètement seul. Même ainsi, ce moment ne pouvait effacer la douleur qui me déchirait. Lorsque je me suis retrouvé seul près des tombes, regardant les fleurs commencer à se faner, j'ai pensé à Kayla, à Laurie et à ces sièges vides dans la maison funéraire. Mes parents avaient choisi de ne pas venir, choisi de m'abandonner au jour le plus douloureux de ma vie. Et je savais au fond de moi que leur absence n'était pas juste un moment manqué. C'était une déclaration. Je n'étais pas assez important pour qu'ils s'en soucient. Debout près des tombes de ma femme et de ma fille, j'ai ressenti une nouvelle blessure s'ouvrir. La blessure de la trahison de ma propre famille. Je suis retourné dans la maison vide, autrefois remplie des rires de Kayla et Laurie. Maintenant, seul le silence l'enveloppait, comme si la maison elle-même pleurait avec moi. Je me suis affalé dans le vieux fauteuil où j'avais l'habitude de m'asseoir, écoutant Laurie me parler de sa journée d'école. Mais maintenant, cela ne faisait que susciter des vides impossibles à combler. J'ai pris mon téléphone, faisant défiler les messages de condoléances des amis, des collègues et de Ralph et Liliane. Puis, une notification a illuminé l'écran. Je l'ai ouverte. C'était une photo. Mon père, ma mère et Sean, mon jeune frère, se tenaient près d'une piscine luxueuse, le soleil scintillant sur l'eau turquoise. Ils rayonnaient, mon père levant un verre de champagne, ma mère posant la tête sur l'épaule de Sean et Sean faisant un signe de victoire. La légende postée par ma mère disait « Un moment merveilleux avec notre vraie famille. » Vraie famille ? J'ai lu ces mots encore et encore, comme si mon cerveau ne pouvait pas les traiter. Vraie famille ? Alors qu'est-ce que j'étais ? Qu'étaient Kayla et Laurie qui venaient d'être mises en terre dans des cercueils froids pour eux ? Mes mains tremblaient alors que je tenais le téléphone. Je voulais le jeter, crier, mais je suis resté assis là, engourdi, sentant mon cœur se déchirer à nouveau. L'image de mes parents souriant joyeusement au bord de la piscine pendant que je me tenais près des tombes de Kayla et Laurie était une trahison que je n'aurais jamais imaginée. J'avais gardé une lueur d'espoir, qu'il y avait une raison à leur absence. Travail, santé, n'importe quoi. Mais non, ils avaient choisi la joie, choisi Sean, choisi le champagne et le soleil hawaïen plutôt que de se tenir à mes côtés le jour le plus douloureux de ma vie. J'ai appelé ma mère immédiatement. Le téléphone a sonné longtemps et quand elle a répondu, sa voix était plate, comme si elle parlait à un étranger. « Maman, papa, comment avez-vous pu ?» ai-je demandé, la voix brisée, luttant pour rester calme. Les funérailles de Kayla et Laurie. Personne n'est venu.
Et maintenant, je vois cette photo. Vous, papa et Sean êtes à Hawaï. Pendant que je viens d'enterrer ma femme et ma fille, j'ai entendu ma mère soupirer comme si je la dérangeais. « Herman, n'en fais pas tout un plat. » Elle a dit froidement. Ce voyage était important pour Sean. Il avait besoin de nous. Les funérailles, y être n'aurait rien changé. Elles sont parties, Herman. Tu dois comprendre. J'étais stupéfait. Comprendre, ai-je répété, la voix tremblant de colère et de douleur. Tu me dis de comprendre? Kayla était ma femme, Laurie était ma fille, votre belle-fille et votre petite-fille. Comment pouvez-vous dire ça? Mon père a interrompu, sa voix rauque. Ne hausse pas la voix envers ta mère. Ce voyage a été planifié il y a longtemps, non annulable. Sean avait besoin d'une chance de se détendre, de grandir. Tu ne vois pas que ton frère est plus important? J'ai entendu le rire de Sean en arrière-plan, comme si toute la famille passait un bon moment alors que je m'effondrais. Plus important, ai-je murmuré, incapable de croire mes oreilles. Et moi, je ne suis pas votre fils? Ma mère a répondu, sa voix dénuée d'émotion. Herman, tu as toujours été capable de prendre soin de toi. Tu n'as pas besoin de nous comme Sean. Ne sois pas égoïste. J'ai raccroché, incapable de supporter un mot de plus. Leurs mots m'ont frappé comme une masse, écrasant la dernière lueur d'espoir à laquelle je m'accrochais. Ils ne m'ont pas seulement abandonné. Ils ont carrément déclaré que moi, Kayla et Laurie ne valions pas leur inquiétude. Un flot de souvenirs a refait surface, me ramenant à mon enfance et à Broken Arrow. Je me suis souvenu des soirées à table où ma mère se vantait des notes parfaites de Sean, tandis que mon propre A+, était écarté comme s'il n'existait pas. Je me suis souvenu des matchs de basket à l'école, marquant des points seulement pour que mon père tapote l'épaule de Sean et dise « C'est mon garçon ». Je me suis souvenu d'avoir économisé mon salaire de petit boulot pour acheter un cadeau d'anniversaire à ma mère, pour qu'elle me remercie sommairement avant de montrer la montre que Sean lui avait offerte, achetée avec leur argent. Chaque réussite, chaque effort de ma part était négligé, comparé, ignoré. J'ai appris à rester silencieux, à avaler la douleur, me disant que si je faisais plus d'efforts, si j'étais meilleur, mes parents me verraient comme ils voyaient Sean. Je me suis souvenu d'être malade à 15 ans, brûlant de fièvre, alité. Mes parents ont quand même emmené Sean à un tournoi de basket dans un autre état, me laissant seul à la maison avec un bref « prends tes médicaments, ça ira ». Je suis resté là, délirant, me demandant si j'allais mourir sans que personne ne le sache. Je me suis souvenu des matins de Noël où Sean recevait un nouveau vélo, tandis que je recevais une vieille chemise que ma mère avait oublié d'emballer. Je me suis souvenu de ma remise de diplôme de lycée, debout seul parmi des foules de parents, parce que les miens étaient occupés à emmener Sean à un concours de talent. Ces souvenirs que je pensais avoir disparu maintenant résonnaient, vifs et plus douloureux que jamais. Ils s'empilaient, confirmant une vérité que j'avais toujours essayé de nier. Aux yeux de mes parents, je n'étais pas un fils, pas une famille, juste une ombre pâle et une présence dispensable dans leur vie. Mais seulement 2 semaines après les funérailles, alors que la blessure dans mon cœur saignait encore, mes parents et Sean réapparurent avec un nouveau coup. Encore plus cruel que la photo au bord de la piscine. Ils sont arrivés un après-midi pendant que j'étais assis dans le salon à regarder les affaires de Kayla et Laurie que je n'avais pas encore osé ranger. La sonnette a retenti, me tirant de mes pensées chaotiques. J'ai ouvert la porte, stupéfait de voir mes parents et Sean debout là. Mon père, Norman, dans sa chemise usée, me regardait avec des yeux froids. Ma mère, Ashley,
esquissa un léger sourire comme si elle n'était là que par obligation. Et Sean, dans un costume impeccable, avec un sourire suffisant, se tenait les bras croisés comme s'il était chez lui. J'avais espéré, même un peu, qu'il soit venu s'excuser, offrir du réconfort, dire quelque chose à propos de Kayla et Laurie, mais je me trompais. « Herman, nous devons parler », a dit mon père, sa voix courte et dénuée d'émotion. J'ai hoché la tête, bien qu'un sentiment de malaise m'ait envahi. Ils sont entrés et se sont assis sur le canapé, le même où Kayla avait l'habitude de s'asseoir et de tricoter, tandis que je restais debout, réticent à me fondre dans une atmosphère que je savais loin d'être agréable. « De quoi s'agit-il » ai-je demandé, essayant de garder ma voix ferme. Ma mère est allée droit au but, sans un mot sur les funérailles, ou mon chagrin. Sean a un nouveau plan d'affaires. Il veut ouvrir un restaurant dans le centre-ville de Tulsa. Il lui faudra 4 000 $ pour commencer. Nous sommes une famille, donc je pense que tu devrais contribuer. Elle parlait comme si c'était évident, comme si je devais juste hocher la tête et sortir mon portefeuille. Je me suis figé, incapable de croire mes oreilles. 4 000 $, alors que je venais de perdre Kayla et Laurie, venaient d'enterrer leurs funérailles, et que je faisais face à une maison vide chaque jour. De quoi parlait-il ? Je viens de perdre Kayla et Laurie, ai-je dit, la voix tremblant de retenue. Je n'ai pas la tête à penser à ça, et je ne suis pas responsable des plans de Sean. J'ai regardé droit dans les yeux de ma mère, espérant qu'elle comprendrait que je m'effondrais. Mais elle a seulement froncé les sourcils, comme si j'avais dit quelque chose d'absurde. « Herman, ne sois pas si égoïste, » a-t-elle répondu, son ton glacial. « Tu es son frère aîné. Tu es censé l'aider. Sean a du potentiel et il a besoin de cette opportunité. Tu te débrouilles tout seul depuis des années, n'est-ce pas? Maintenant que tu n'as plus de femme et d'enfants, tu devrais te concentrer sur ta vraie famille. Si tu n'aides pas, ne nous blâme pas de te traiter comme un étranger. » Ces mots m'ont coupé comme un couteau, acéré et cruel. Maintenant que tu n'as plus de femme et d'enfants, ils ont traité mon deuil comme une libération, comme si Kayla et Laurie étaient des fardeaux que je venais de me débarrasser. Mon père intervint, sa voix basse mais lourde de pression. « Qui te prends-tu pour dire non? Sean est l'avenir de cette famille. Tu n'es qu'un chauffeur routier, Herman. Ne te prends pas pour un saint. » J'ai senti le sang me monter à la tête, mais avant que je puisse répondre, Sean prit la parole, son ton condescendant comme s'il me rendait service. « Frère, m'aider est une bénédiction pour toi. Tu es un échec. Tu te démènes toute ta vie pour ne rien obtenir. Je suis différent. J'ai une vision. Tu devrais te sentir chanceux de faire partie de mon plan. » J'étais stupéfait. Leurs mots, ceux de Sean, de mes parents, m'ont frappé comme des coups de marteau sur la poitrine. Ils ne m'ont pas seulement dénigré ou ignoré ma douleur de perdre ma femme et ma fille. Ils me voyaient comme un outil, une source d'argent pour alimenter les ambitions de Sean. Sean, qui ne m'avait pas rendu visite une seule fois ces dernières années, qui n'avait jamais rendu visite à Laurie ni souhaité un joyeux anniversaire à Kayla, se tenait maintenant là, me demandant de remplir un devoir. La rage monta en moi, mais je la retins, parlant lentement. Chaque mot gravé dans l'air. Je me suis débrouillé tout seul toutes ces années. J'ai bâti une famille, élevé Laurie, aimé Kayla sans aucune aide de vous ou de Sean. Maintenant, j'ai tout perdu, et vous venez ici non pas pour me réconforter, mais pour me demander de l'argent. Je ne suis pas responsable de porter la vie de Sean. Je ne dois rien à personne. Ma voix tremblait, non pas de peur, mais de la colère brûlante dans ma poitrine.
Mon père se dressa, pointant mon visage. « Oses-tu parler à tes parents comme ça? Tu es ingrat, Herman. Si tu n'aides pas Sean, tu n'es pas mon fils. » Ma mère hocha la tête, ses yeux froids. « Exactement. Tu veux être un étranger? Vas-y, mais ne le regrette pas. » Sean sourit comme si j'étais un imbécile de ne pas saisir l'occasion de lui rendre service. « Sors de chez moi, » ai-je dit, ma voix calme mais tranchante comme un rasoir. « Je ne veux plus jamais vous revoir. Laissez-moi tranquille. » Mon père me lança un regard noir. Ma mère soupira comme si j'étais une profonde déception. Sean haussa les épaules, disant « Comme tu veux, mais tu le regretteras. » Ils sont partis, me laissant dans la maison silencieuse. Mais cette fois, le silence ne me pesait pas autant. Au lieu de cela, j'ai ressenti un éveil. J'ai réalisé qu'ils ne me manquaient pas seulement de respect. Ils étaient trop prêts à exploiter ma douleur pour le bénéfice de Sean. Ils ne me voyaient pas comme un fils, seulement comme un outil, une figure jetable, forcée de se sacrifier pour l'avenir de mon frère. Je me suis assis en regardant la photo de Kayla et Laurie sur la table. « Je suis désolé », ai-je murmuré, comme s'ils pouvaient m'entendre. Je les ai laissés nous humilier. Mais au fond, je savais une chose. Je ne les laisserai plus me piétiner. La colère et la douleur de la confrontation avec mes parents et Sean brûlaient encore. Mais je ne savais pas par où commencer. Perdu dans mes pensées, je me suis soudainement souvenu de quelque chose et j'ai fouillé à la hâte dans la poche de ma veste, sortant le petit morceau de papier que l'oncle Ernest m'avait donné aux funérailles. Il avait écrit son numéro de téléphone avec une courte note. « Appelle-moi quand tu auras besoin. » Je serrai le papier, mes doigts tremblants. L'oncle Ernest était le seul membre de la famille qui s'était présenté quand j'en avais le plus besoin. Je n'étais pas sûr de ce qu'il pouvait faire, mais j'avais besoin de quelqu'un pour écouter. Quelqu'un qui ne me voyait pas comme une pièce de rechange. J'ai pris une profonde inspiration et j'ai composé. Le téléphone sonna quelques fois avant que la voix chaleureuse et ferme de l'oncle Ernest ne se fasse entendre. « Herman, tu vas bien ?» C'était une question simple, mais elle me serra la gorge. Personne, depuis le jour où Kayla et Laurie étaient décédées, ne m'avait posé cette question avec autant de sincérité. J'ai tout déballé, du début à la fin, sur l'humiliation aux funérailles, la photo au bord de la piscine et la récente confrontation avec mes parents et Sean. Je lui ai dit comment ils m'avaient demandé 4 000 $, sur leurs mots cruels, sur la façon dont ils m'avaient traité comme un outil. Je ne pouvais pas rester calme. Ma voix se brisa, un mélange de colère et de douleur. « Oncle, je ne comprends pas », ai-je dit, les larmes coulant sur mon visage. « Pourquoi me traite-t-il comme ça? Qu'ai-je fait de mal pour être traité comme un étranger ?» L'oncle Ernest fut silencieux un instant, mais j'entendais sa respiration lourde au téléphone. Quand il parla, sa voix trembla de colère. « Herman, écoute-moi. Tu n'as rien fait de mal. Mon frère, ton père et sa femme ont tort. Ils sont sans vergogne, égoïstes, et ils ne méritent pas un fils comme toi. Tu ne mérites pas d'être traité comme ça. Jamais. » Ces mots furent comme une brise fraîche, apaisant mon âme assoiffée. Pour la première fois, quelqu'un de la famille m'a dit que je n'avais pas tort, que je méritais d'être aimé, d'être respecté. « Je vais t'aider, » continua-t-il, son ton doux mais résolu. « Pas pour me venger, mais pour que tu puisses retrouver ta justice. Tu es un homme bon, Herman. Je le vois. Et je ne te laisserai pas traverser ça seul. » Je ne savais pas comment répondre. Des larmes tombèrent. Non pas de douleur, mais d'un étrange sentiment. Comme si pour la première fois de ma vie,
J'étais vu comme une personne, pas comme l'ombre de quelqu'un. « Merci, oncle », ai-je murmuré, la voix étranglée. Je ne sais pas quoi faire ensuite, mais je ne veux plus vivre comme ça. L'oncle Ernest répondit, son ton doux mais résolu. Tu n'as pas besoin d'avoir toutes les réponses maintenant. Je serai là étape par étape. Il te suffit de croire en toi. Dès lors, l'oncle Ernest devint mon ancre, même à distance, du Canada. Il m'appelait chaque semaine, non seulement pour prendre de mes nouvelles, mais pour partager des idées et des opportunités. Il avait travaillé dans la logistique avant de passer à l'immobilier, et avec son expérience, il commença à me guider. « Herman, tu conduis des camions depuis des années. Tu connais l'industrie du transport mieux que quiconque, » dit-il. « Pourquoi ne pas essayer quelque chose de plus grand? Une petite entreprise de camionnage, peut-être. J'ai des amis à Tulsa qui ont besoin de services de fret inter-État. Laisse-moi te mettre en contact. » Au début, j'ai hésité. J'étais juste un chauffeur. Comment pouvais-je même penser à créer une entreprise? Mais l'oncle Ernest n'a pas abandonné. Il m'a présenté à un vieil ami à lui, Carl, qui possédait une entreprise de distribution de produits dans l'Oklahoma. « Carl a besoin de gens fiables pour transporter ses marchandises, » dit-il. « Tu es la personne la plus fiable que je connaisse. » Ces simples louanges me faisaient me sentir valorisé. L'oncle Ernest n'aidait pas seulement au travail. Plus important encore, il fut le premier membre de la famille à vraiment me voir. Lors d'un appel, il a partagé des histoires de sa jeunesse quand il se sentait lui aussi dénigré par mon père, son frère. « Mais j'ai appris à vivre pour moi-même, » dit-il. « Tu peux faire ça aussi, Herman. Tu es plus fort que tu ne le penses. » Ces mots étaient comme une petite flamme, allumant en moi une croyance que je n'étais pas l'ombre jetable que mes parents faisaient de moi. Pour la première fois de ma vie, je ne me sentais pas seul. L'oncle Ernest n'était pas juste un membre de la famille, il était un mentor, un ami. Son soutien fut un tournant décisif, me tirant de l'abîme du désespoir. J'ai commencé à envisager un avenir où je ne survivais pas seulement, mais prospérais. Chaque nouveau contrat, chaque mot de louange d'un client devenait une brique dans le fondement de ma confiance en moi. Je savais que le voyage ne serait pas facile, mais avec l'oncle Ernest à mes côtés, je me sentais capable d'affronter n'importe quoi. Dans les premiers temps, j'étais encore juste un chauffeur routier transportant mon vieux Peterbilt sur les routes poussiéreuses de l'Oklahoma. Mais les paroles de l'oncle Ernest résonnaient encore dans mon esprit. « Tu connais l'industrie du transport mieux que quiconque. Pense plus grand. » J'ai commencé à passer de longues nuits dans ma maison vide, à lire les articles que mon oncle m'envoyait. Guide sur la gestion financière et comment créer une petite entreprise. Je n'avais jamais pensé être assez intelligent pour de telles choses. Mes parents disaient toujours que je n'étais bon qu'au travail manuel, mais l'oncle Ernest croyait que je pouvais le faire, et cela me donnait envie d'essayer. J'ai commencé par de petites étapes. Grâce à l'introduction de mon oncle, j'ai rencontré Carl, un homme plus âgé avec des cheveux argentés et un sourire gentil qui possédait une entreprise de distribution de produits à Tulsa. « Ernest dit que tu es fiable, » a dit Carl, me regardant à travers ses vieilles lunettes. « J'ai besoin de quelqu'un pour transporter des marchandises des fermes à l'entrepôt. Peux-tu t'en charger ?» J'ai hoché la tête, bien que je ne sois pas sûr de pouvoir répondre à ses attentes. Mais je ne voulais pas décevoir mon oncle. J'ai signé mon premier contrat avec Carl, transportant des chargements de pommes de terre et de maïs des fermes rurales à Tulsa. Le travail n'était pas très différent de ce que j'avais fait auparavant, mais cette fois, je n'étais pas seulement un chauffeur. J'étais directement responsable envers le client. Ces premières livraisons n'ont pas été faciles.
J'ai eu du mal à négocier les prix, à émettre des factures et à gérer des problèmes comme les pneus crevés ou le mauvais temps. Une fois, un chargement a été retardé parce que j'avais mal calculé l'itinéraire et j'ai pensé que Karl allait me laisser tomber. Mais il a juste ri et m'a tapoté l'épaule. « Tu débutes, Herman. Tout le monde a un début. Apprends de tes erreurs. » Ces encouragements, ainsi que les appels hebdomadaires de l'oncle Ernest, m'ont empêché d'abandonner. Mon oncle m'a appris à planifier des itinéraires efficaces, à négocier pour maintenir les profits et surtout, à croire en moi. « Tu n'as pas besoin d'être excellent dès le début, » a-t-il dit, « mais tu dois commencer pour devenir excellent. » J'ai progressivement bâti une réputation. Après Karl, j'ai décroché des contrats avec une épicerie bio dans le centre-ville de Tulsa, puis une ferme avicole en périphérie. Je travaillais sans relâche, conduisant souvent du petit matin jusqu'à minuit. Mais je ne me plaignais pas. Chaque livraison, chaque hochement de tête satisfait d'un client me rappelait que j'avançais. Je ne me suis pas fait plaisir, même si la solitude me tentait parfois de noyer mes chagrins dans un bar. Au lieu de cela, j'ai économisé chaque centime, réinvesti dans l'entretien des camions, acheté de nouveaux équipements et appris de nouvelles compétences. L'oncle Ernest n'était pas seulement un mentor à distance, il était un pont vers de plus grandes opportunités. Il m'a présenté à un vieil ami à lui, Helen, qui dirigeait une petite entreprise de logistique dans la ville d'Oklahoma. « Tu pourrais travailler avec moi sur des transports inter-États, » a dit Helen lors de notre première rencontre. « Mais j'ai besoin de quelqu'un de fiable, pas seulement d'un chauffeur, mais de quelqu'un qui tient sa parole. » Je l'ai regardé dans les yeux et j'ai dit « Je ne vous laisserai pas tomber. » Et j'ai tenu ma promesse. Le contrat avec Hélène a ouvert une nouvelle porte. Je ne transportais plus seulement des produits, mais aussi du matériel médical et des biens de consommation. Le travail était plus exigeant, la pression plus forte, mais je me sentais vivant, vraiment vivant pour la première fois depuis la perte de Kayla et Laurie. Après 2 ans, j'avais économisé suffisamment pour acheter un deuxième camion d'occasion, mais fiable, et embaucher un autre chauffeur pour partager la charge de travail. J'ai nommé l'entreprise Collins Transport, un rappel que moi, Herman Collins, pouvais bâtir quelque chose dont être fier. J'ai loué un petit bureau à la périphérie de Tulsa, juste assez grand pour un bureau et un vieil ordinateur portable. Chaque fois que je signais un nouveau contrat, j'envoyais un SMS à l'oncle Ernest et il répondait toujours par un message court mais puissant. « Tu vas bien, Herman. Continue. » À la 3e année, Collins Transport comptait 3 camions et une petite équipe de 5 personnes, moi compris. Nous n'étions pas grands, mais nous étions stables. Les fermes, les magasins et les entreprises de Tulsa ont commencé à connaître mon nom. Ils m'appelaient Herman le Fiable, et chaque fois que j'entendais cela, je ressentais une fierté que mes parents ne m'avaient jamais donnée. Je n'étais plus le parasite qu'ils avaient étiqueté, plus le frère aîné silencieux qui ne faisait que conduire des camions. J'étais Herman Collins, un homme qui s'est élevé des cendres, transformant la douleur en force. Surtout, j'ai retrouvé ma confiance et mon respect de moi-même. Chaque matin, en me regardant dans le miroir, je ne voyais plus un échec ou l'ombre de mon frère. Je voyais un homme qui méritait le respect, non pas par l'approbation de mes parents, mais par ce que j'avais accompli. L'oncle Ernest appelait toujours chaque semaine, non seulement pour parler affaires, mais pour me rappeler que je n'étais pas seul. « Tu es ma fierté », a-t-il dit lors d'un appel, et j'ai dû détourner le regard pour cacher mes larmes. C'était la première fois de ma vie que quelqu'un de ma famille m'appelait sa fierté.
Je visitais toujours les tombes de Kayla et Laurie chaque semaine, apportant des marges blanches, les préférées de Kayla. « Je m'en sors, ma chérie », ai-je murmuré, plaçant les fleurs sur leur pierre tombale. « Je vis pour toi et Laurie. » La maison était toujours vide. La douleur persistait toujours, mais je ne la laissais plus me noyer. J'avais appris à me tenir droit, à garder la tête haute et à croire que je méritais une vie meilleure. Avec l'oncle Ernest à mes côtés et les briques que j'avais posées de mes propres mains, je savais que j'étais sur la bonne voie, une voie que moi seul définissais. Pendant que je reconstruisais ma vie étape par étape, ma famille immédiate, mes parents et Sean, sombraient dans un gâchis de leurs propres faits. J'ai appris par oui-dire et par Broken Arrow que Sean, la fierté et la joie de mes parents, avait spectaculairement échoué dans l'entreprise de restauration qu'il m'avait autrefois fait pression pour financer. Il s'est avéré que la soi-disant vision de Sean n'était que des fêtes somptueuses, des voyages extravagants et des décisions impulsives sans le moindre plan. Son restaurant n'a même pas duré 1 an avant de fermer, laissant derrière lui une montagne de dettes qu'il ne pouvait pas payer. Prêts bancaires, factures impayées et promesses non tenues aux investisseurs s'accumulaient, transformant Sean d'un jeune entrepreneur prometteur en un failli méprisé. Mes parents, Norman et Ashley, ne s'en sont pas mieux sortis. À Broken Arrow, où tout le monde se connaissait, leur absence aux funérailles n'a pas pu rester cachée longtemps. Au début, ce n'était que des drains, que des murmures derrière leur dos. Mais bientôt, toute la ville parlait. Les voisins évitaient leurs regards. Les anciens amis s'éloignaient. Les gens qui s'asseyaient autrefois avec eux lors de dîners de club chic ne leur adressaient plus que des hochements de tête secs avant de se détourner pour bavarder. « Comment ont-ils pu abandonner leur propre fils ?» a dit froidement un voisin. « Leurs belles-filles et leurs petites-filles sont mortes et ils prenaient le soleil à Hawaï, complètement sans cœur. » Ces mots, comme des couteaux invisibles, ont traversé la façade de fierté que mes parents avaient supportée si longtemps. L'éclat de se vanter de Sean ne cachait plus la vérité. Ils ont perdu des invitations à des dîners, leur place dans les conversations. D'être le centre de l'attention, mes parents sont devenus des parias oubliés, rejetés par la communauté dans un silence glacial. La dette et l'isolement les ont engloutis. Sean, sans moyen de gérer, vivait sur les économies de mes parents, mais cet argent s'est rapidement épuisé. Ils ont vendu leur nouvelle voiture, réduit les vacances extravagantes, mais ce n'était toujours pas suffisant pour couvrir les dettes croissantes. Je ne cherchais pas les nouvelles, mais elles me parvenaient par des connaissances, par des conversations entendues au café. Je ne prenais pas plaisir à leur chute. Après tout, ils étaient toujours mes parents et mon frère. Mais je ne me sentais plus non plus responsable de les sauver. Je leur avais donné trop de chance et ils avaient choisi de m'exclure de leur vie. Puis un jour, plus de 3 ans après les funérailles de Kayla et Laurie, ils sont venus me voir. J'étais dans le petit bureau de Collins Transport, en train de consulter les plannings de livraison, quand on a frappé à la porte. J'ai ouvert pour trouver mes parents et Sean debout là. Mon père, maintenant beaucoup plus âgé, ses cheveux mêlés de gris, ses yeux plus froids mais fatigués. Ma mère, autrefois toujours impeccablement vêtue, portait un vieux pull, ses yeux sans vie. Sean, qui autrefois se pavanait en costume élégant, se tenait dans des vêtements froissés, son sourire suffisant disparu. Je n'étais pas surpris, mais mon cœur se serra quand même. « Herman, nous devons parler, » a dit mon père, sa voix courte, mais portant toujours une touche d'autorité, comme s'il contrôlait encore tout. Je les ai laissés entrer, non pas parce que je le voulais,
mais parce que je savais que cette rencontre était inévitable. Ils se sont assis et ma mère est allée droit au but, sa voix sèche. Sean a des ennuis. Il a besoin d'argent pour rembourser ses dettes et recommencer. Tu as une entreprise maintenant, un nom à Tulsa. En tant que son frère aîné, tu dois l'aider à se remettre sur pied. J'ai regardé ma mère, puis mon père, et enfin Sean. Aucun d'eux ne s'est excusé. Aucun n'a reconnu les blessures qu'ils avaient infligées. Ils sont venus ici non pas avec remords, mais avec arrogance, comme si je leur devais une faveur. « Aidez Sean », ai-je répété, ma voix calme mais tranchante. Il y a 3 ans, quand j'ai perdu Kayla et Lori, aucun de vous n'est venu. Aucun de vous n'a demandé si j'allais bien. Maintenant, vous venez ici non pas pour vous excuser, mais pour me demander de renflouer Sean. Sur quelle base? Mon père a froncé les sourcils, sa voix rude. De quoi parles-tu, Herman? Qui te prends-tu pour? Juste pour cette petite entreprise. Sean est ton frère, ton sang. Tu as eu du succès, alors tu es censé le partager avec ta famille, pas rester là à te croire supérieur. Ma mère est intervenue, son ton plein de reproches. As-tu oublié qui t'a élevé? Sean a besoin de toi, et tu es obligé de l'aider. Ne nous fais pas honte d'un fils ingrat comme toi. Sean, parlant pour la première fois, a utilisé un ton à moitié suppliant, à moitié exigeant. Frère, tu sais que je galère. Aide-moi juste cette fois et je ne l'oublierai pas. Ne déçois pas la famille. Je suis resté là à les regarder, me sentant comme si je regardais des étrangers. Leur arrogance, même dans leur déchéance, me mettait en colère et m'indignait. Ils ne sont pas venus s'excuser ou supplier. Ils sont venus commander, me forcer à supporter les conséquences de leurs propres erreurs. J'ai pris une profonde inspiration et j'ai regardé droit dans les yeux de mon père. Je me suis levé tout seul, sans aucun de vous. J'ai bâti Collins Transport à partir de rien pendant que vous me traitiez d'échec. Je ne dois rien à Sean et je ne vous dois rien. Si vous êtes venu ici pour donner des ordres, voici la porte. Mon père s'est dressé, me pointant le visage. Tu vas regretter ça, Herman. Oses-tu tourner le dos à ta famille? Ma mère a ajouté, sa voix tremblant mais toujours aiguë. Si tu n'aides pas, ne nous blâme pas de te renier. Sean a simplement souri comme si j'étais un imbécile de ne pas saisir l'occasion de lui rendre service. Sors de chez moi, ai-je dit, ma voix calme mais tranchante comme un rasoir. Je ne veux plus jamais vous voir. Laissez-moi tranquille. Mon père m'a lancé un regard noir. Ma mère a soupiré comme si j'étais une profonde déception. Sean a haussé les épaules, disant « Comme tu veux, mais tu le regretteras. » Ils sont partis, me laissant dans le bureau silencieux. Mais cette fois, je ne me sentais pas seul. Je me sentais fort, comme si j'avais coupé les chaînes qui me liaient depuis des années. Le conflit entre nous avait atteint son paroxysme, mais je n'avais plus peur. Je n'étais plus le parasite qu'ils avaient étiqueté. J'étais Herman Collins, un homme qui s'est tenu droit, qui a bâti une nouvelle vie à partir des cendres. Et je savais que même s'il me reniait, je continuerais d'avancer pour Kayla, pour Lori et pour moi-même. Mais mes parents, Norman et Ashley, ainsi que Sean, ne se sont pas arrêtés là. Après la confrontation à mon bureau, j'ai appris par ouï-dire qu'il commençait à répandre des mensonges à mon sujet au sein de la famille. Il disait aux tantes, aux oncles et aux cousins que j'étais un fils ingrat, que j'avais tourné le dos à la famille, abandonnant mes parents quand ils avaient le plus besoin de moi. Il prétendait que moi, juste un chauffeur routier inutile, j'avais trébuché sur un certain succès en profitant des autres et que j'étais maintenant trop arrogant
pour aider Shaun, leur soi-disant fierté de la famille. Ces mots, comme des flèches empoisonnées, se répandaient rapidement lors de petites réunions de famille, par téléphone et par Potin et Broken Arrow. Je le savais car quelques parents éloignés m'ont envoyé des messages, leur ton empreint de doute. « Herman, est-ce vrai que tu n'as pas aidé tes parents? Ils disent que tu as changé. » Chaque message me piquait comme une coupure, mais je ne répondais pas et ne me défendais pas. J'étais trop fatigué d'essayer de faire mes preuves auprès de personnes qui ne voulaient jamais me voir. Je savais que discuter ou expliquer ne ferait que me traîner dans leur marécage de mensonges, m'écrasant une fois de plus. Au lieu de cela, j'ai choisi le silence, attendant une opportunité, un moment où la vérité parlerait d'elle-même. Cette opportunité est arrivée lors d'une réunion de famille tenue cet automne-là dans un centre communautaire à Broken Arrow. C'était un grand événement où toute la famille Collins se rassemblait. Des tantes, des oncles, des cousins que je n'avais rencontrés que quelques fois, et même des parents éloignés. J'ai reçu une invitation non pas de mes parents, mais de tante Martha, une tante âgée qui jouait toujours le rôle de connectrice familiale. « Herman, tu dois venir », m'a-t-elle envoyé un message. « Tout le monde veut te rencontrer et entendre parler de ce que tu as accompli. » J'ai hésité, sachant que mes parents et Shaun seraient là, mais j'ai accepté. Pas pour me vanter, mais parce que je voulais les affronter dans un espace où la vérité ne pouvait pas être déformée. Je me suis préparé minutieusement. Dans les semaines précédant les retrouvailles, j'ai rassemblé tout ce dont j'avais besoin. Documents prouvant mon parcours, de mon premier contrat avec Carl aux factures, reçus et lettres de remerciement de Collins Transport. J'ai également conservé des preuves de l'échec de Shaun, un article de journal local sur la faillite de son restaurant, des messages de connaissances détaillant ses dettes et des rumeurs sur ses dépenses imprudentes. Mais surtout, je me suis accroché à la photo que ma mère avait publiée sur Facebook le jour des funérailles de Kayla et Lori. Celle où ils souriaient joyeusement au bord d'une piscine à Hawaï, avec la légende froide. Merveilleux moment avec la vraie famille. Non? Je l'ai imprimée, soigneusement rangée dans un dossier comme une dernière balle. Le jour des retrouvailles est arrivé, la salle remplie de rires et d'accolades chaleureuses. Je suis entré portant une chemise habillée simple, mais nette, ne ressemblant plus au Herman Mossad des années passées. Quelques parents m'ont salué, leurs yeux curieux. « J'ai entendu dire que tu avais une entreprise de camionnage, Herman. » Oncle Paul, un oncle éloigné, a demandé. J'ai souri et hoché la tête. « J'essaie, oncle, mais je sentais d'autres regards, des regards sceptiques de la part de ceux qui avaient entendu l'histoire de mes parents. Les voici, mes parents et Shaun, dans un coin de la salle, discutant avec quelques parents, leur voix débordant de confiance. Ils portaient toujours leur air d'arrogance, comme s'ils contrôlaient le récit, toujours le centre de la famille. J'ai choisi un coin tranquille, attendant mon moment. Les retrouvailles ont commencé par des discours sur la tradition familiale et l'unité. Tante Martha s'est levée, invitant tout le monde à parler de sa vie. Quand ce fut mon tour, je me suis levé tenant mon dossier, mon cœur battant, mais ma voix ferme. « Je ne suis pas bon pour les discours, » ai-je commencé, regardant autour de la salle. « Mais aujourd'hui, je veux partager mon histoire, pas pour me vanter, mais pour mettre certaines choses au clair. » J'ai raconté mon parcours depuis le jour où j'ai perdu Kayla et Lori jusqu'à la façon dont j'ai bâti Collins Transport à partir de rien. J'ai présenté des contrats, des reçus et des lettres de remerciement de clients, montrant que je n'avais pas eu de chance ni profité des autres,
comme mes parents l'avaient prétendu. Je travaillais jour et nuit, ai-je dit, ma voix basse mais ferme. Pas pour prouver quoi que ce soit à qui que ce soit, mais pour continuer à vivre pour ma femme et ma fille. La salle était silencieuse, à l'exception de légers murmures, alors que j'affichais chaque document. Mon père fronça les sourcils, ma mère baissa les yeux, et Sean gigota, ses yeux trahissant son malaise. Puis je suis arrivé à la partie cruciale. Il y a 3 ans, quand j'ai enterré ma femme et ma fille, j'attendais ma famille, mes parents et mon frère pour partager mon chagrin. Ils ne sont pas venus. J'ai fait une pause, sorti la photo imprimée de Facebook et l'ai montrée à tous. C'est là qu'ils étaient ce jour-là à Hawaï, au bord d'une piscine, levant des verres de champagne avec la légende, la vraie famille. Pendant que je me tenais près des tombes de Kayla et Lori, la salle a éclaté de murmures, des yeux choqués et en colère se tournant vers mes parents et Sean. Certains secouaient la tête, d'autres murmuraient « Comment ont-ils pu faire ça ?» Mon père s'est levé, le visage rouge, les mains serrées et tremblantes, sa voix craquant de colère. « Oses-tu humilier tes parents devant la famille ? Tu es ingrat. » Ma mère est intervenue, sa voix aiguë et paniquée. « Nous étions occupés, Herman. Qui es-tu pour juger ? Tu n'es qu'un humble chauffeur routier. Qu'y a-t-il à être fier ? » Sean ne pouvait pas non plus rester silencieux, me lançant un regard venimeux. « Frère, tu te prends pour quelqu'un de spécial. C'est juste de la chance. Rien à être smug. » Mais leurs protestations se sont perdues dans un silence épais. Les yeux de la famille remplis de doutes, de mépris et de déception se sont fixés sur eux. Plus ils criaient, plus leur voix tremblait, se perdant face à la vérité exposée. Leurs mots sonnaient comme des défenses désespérées de personnes qui avaient perdu toute autorité. À ce moment-là, la porte de la salle s'est ouverte et l'oncle Ernest est entré. Fraîchement arrivé du Canada, il se tenait là avec une présence calme mais imposante. « Désolé d'être en retard », a-t-il dit, sa voix coupant l'air tendu. « Mais je suis là pour confirmer que tout ce que Herman a dit est vrai. J'ai vu mon frère et ma belle-sœur, Norman et Ashley, dénigrer Herman depuis qu'il était enfant. Ils ont toujours favorisé Sean, ignorant les efforts de Herman. Et le jour des funérailles de Kayla et Lori, j'étais le seul membre de la famille présent pendant qu'ils choisissaient de partir en vacances. » Il s'est arrêté, regardant droit dans les yeux de mes parents. « Herman n'est pas ingrat. C'est vous qui avez abandonné votre fils. » La présence de l'oncle Ernest, comme un témoin vivant, a rendu mes accusations indéniables. La salle est tombée dans le silence. Puis des murmures ont repris, cette fois non pas de doute, mais d'indignation. Tante Martha a secoué la tête, disant à voix haute « Norman Ashley, comment avez-vous pu faire ça à votre fils ?» L'oncle Paul s'est levé, Herman s'est relevé, mais qu'en est-il de vous ? Tout ce que vous faites, c'est blâmer et mentir. Mes parents ont essayé de répliquer, ma mère criant presque « Nous n'avons rien fait de mal. C'est Herman qui a tourné le dos, mais personne ne les croyait plus. » Les preuves étaient claires, la photo, les documents et le témoignage de l'oncle Ernest. Mes parents et Sean restèrent figés sous le poids des regards dédaigneux et déçus. Ma mère tremblait, la tête baissée, ses mains couvrant les larmes de honte et de peur. Mon père, rigide et maladroit, ne trouva aucun mot pour se défendre, se contentant de saisir le bras de Sean et de le tirer. Sean résista brièvement, mais les regards de la famille forcèrent sa tête à baisser. Ils partirent en silence, leur dos courbé pitoyablement petit dans la lumière crue de la salle.
Personne ne les arrêta. Personne ne dit un mot. La pièce tomba dans un silence lourd, épais de vérité indéniable. Je suis resté là à regarder leurs silhouettes qui s'éloignaient, mais je ne me sentais pas triomphant. Je me sentais soulagé, comme si un fardeau avait été levé. Je me suis tourné vers la famille, ma voix calme, mais résolue. La vérité d'aujourd'hui n'était pas pour humilier qui que ce soit, mais pour mettre fin aux mensonges. Désormais, je vivrai ma vie sans être piétiné par ma propre famille. La salle était silencieuse. Puis, tante Martha s'approcha et m'étreignit. « Tu es la fierté de cette famille, Herman, » dit-elle. Et pour la première fois, j'ai eu l'impression d'appartenir vraiment à une famille. Pas celle de mes parents, mais une qui me valorisait. Après les retrouvailles familiales, j'ai su que je ne pouvais plus maintenir aucun lien avec mes parents et Sean. Leurs mensonges, leur mépris et la façon dont ils m'avaient exploité avaient détruit tout espoir d'une vraie relation familiale. Je n'ai pas appelé, je n'ai pas envoyé de SMS, je n'ai pas contacté. Quand l'oncle Paul, un cousin, m'a demandé si je voulais me réconcilier, j'ai juste secoué la tête. Ils ont choisi leur chemin, ai-je dit, ma voix basse mais ferme. J'ai choisi le mien. J'ai coupé tout contact, non pas par haine, mais parce que je comprenais que pour continuer à vivre, je devais laisser partir ceux qui ne faisaient que me tirer vers le bas. Mes parents et Sean n'étaient plus ma famille. Ils étaient mon passé, et je ne voulais pas porter ce passé dans mon avenir. Un après-midi, je suis retourné au cimetière où reposaient Kayla et Laurie. J'ai apporté un bouquet de marguerites blanches, les déposant doucement près de leur tombe. Le vent soufflait, portant le froid vif d'un automne en Oklahoma. Je me suis agenouillé, touchant la pierre tombale gravée de leur nom, et ai murmuré « J'ai retrouvé notre honneur, ma chérie. Personne ne pourra plus jamais vous déshonorer, toi et Laurie. » Des larmes coulèrent, mais cette fois, elles n'étaient pas lourdes. C'étaient des larmes de libération, d'un homme qui s'était retrouvé. Je me suis assis là, racontant à Kayla et Laurie à propos de Collins Transport, des livraisons, des nouveaux clients, et comment je m'étais tenu devant la famille pour dire la vérité. « Je vis, » ai-je dit, la voix étranglée. « Pour toi, pour Laurie et pour moi. » La douleur de perdre Kayla et Laurie ne s'est jamais estompée. Certaines nuits, quand la maison était trop silencieuse, j'entendais encore le rire de Laurie résonner. Je voyais le sourire de Kayla dans mes rêves. Mais j'avais appris à transformer cette douleur en force. Chaque nouveau contrat, chaque camion supplémentaire dans la flotte, chaque compliment d'un client était un rappel que je ne survivais pas seulement. Je vivais une vie significative. Je ne cherchais plus la validation de ceux qui ne l'offraient jamais. Au lieu de cela, j'ai trouvé ma valeur dans mon travail, ma persévérance et les personnes qui m'estimaient vraiment. Pendant que j'évoluais, mes parents et Sean continuaient leur spirale descendante dans la tempête qu'ils avaient créée. Des nouvelles de Broken Arrow me sont parvenues. Sean, après son échec précédent, avait tenté de lancer une autre entreprise, mais avait encore échoué en raison de ses dépenses imprudentes et de son irresponsabilité. Les créanciers avaient perdu patience, le harcelant pour chaque centime, le forçant à fuir la ville pendant un certain temps. Mes parents, autrefois fiers de leur réputation, vivaient maintenant sous le mépris de la communauté. Les voisins qui venaient autrefois pour les entendre se vanter de Sean les évitaient maintenant, murmurant sur leur insensibilité lors des funérailles de Kayla et Laurie. Ils ont vendu leur maison à Broken Arrow, déménageant dans un appartement plus petit, mais les dettes les collaient comme une ombre inébranlable. Je ne les ai pas contactés ni demandé de leurs nouvelles,
Mais chaque nouvelle apportait une pointe d'amertume. Pas pour eux, mais pour les années que j'avais perdues à attendre leur amour. Pendant ce temps, j'ai trouvé une nouvelle famille. Pas de sang, mais de gens qui se souciaient vraiment. L'oncle Ernest appelait toujours chaque semaine du Canada, partageant des conseils, racontant des histoires et me rappelant que j'étais sa fierté. « Tu fais mieux que je ne l'imaginais jamais, Herman », a-t-il dit, sa voix débordant de fierté. « Mais n'arrête pas. Tu as un long chemin à parcourir. » Tante Martha, oncle Paul et d'autres parents ont commencé à m'inviter à des rassemblements, ne me voyant plus comme le frère aîné silencieux, mais comme un homme respectable. Karl et Hélène, mes premiers partenaires commerciaux chez Collins Transport, sont devenus des amis, m'invitant souvent à dîner et partageant des histoires sur leur famille, comme si j'en faisais partie. Collins Transport a continué de croître, bien qu'il soit resté une petite entreprise. J'ai acheté un autre camion, embauché 2 chauffeurs de plus et étendu mes services aux villes proches de Tulsa. Je n'étais pas riche, mais j'avais assez. Assez pour me regarder dans le miroir chaque matin et voir un homme libre, non lié par les mensonges ou le dédain. J'ai commencé à participer à des événements communautaires à Tulsa, aidant les petites fermes avec des tarifs de transport réduits. Et j'ai même parrainé une aire de jeu pour l'école élémentaire où Laurie étudiait autrefois. Tout ce que je le faisais en pensant à Kayla et Laurie, comme s'ils regardaient, souriant. Un soir, je me suis assis dans mon petit bureau, regardant par la fenêtre les lumières scintillantes de Tulsa. J'ai ouvert mon ordinateur portable, examiné les nouveaux contrats, puis me suis arrêté sur une vieille photo. Notre petite famille, Kayla, tenant Laurie dans un jardin de marguerites. « J'ai réussi, ma chérie », ai-je murmuré, mes doigts effleurant l'écran. J'ai trouvé une vie qui vaut la peine d'être vécue. La douleur était toujours là, une cicatrice me rappelant l'obscurité que j'avais surmontée pour entrer dans la lumière. Je savais que mes parents et Sean ne comprendraient jamais, ne changeraient jamais. Ils vivraient avec ce qu'ils avaient choisi, les dettes, le mépris et une réputation brisée. Mais je n'avais plus besoin d'eux. J'avais l'oncle Ernest, la tante Martha, mes amis et partenaires à Tulsa, et surtout, j'avais moi-même, Herman Collins, un homme qui avait appris à se tenir debout, à s'aimer soi-même et à vivre pour ce qui comptait vraiment. J'ai fermé les yeux, j'ai souri, et pour la première fois depuis des années, je me suis senti en paix.